Bonjour à toutes et à tous. Nous vous recevons ce soir dans le cadre de nos entretiens sur des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Donc ce soir, il s'agit d'un sujet d'actualité. On va justement en parler avec nos deux intervenants sur cette actualité du mois de février. Cela concerne donc Julian Assange, Wikileaks et plus généralement la question de la liberté de la presse. Donc nous recevons ce soir deux intervenants. Michel Aslanid. Alors peut-être Michel, tu pourrais lever la main. Est-ce que tu vois dans les réactions en bas, tu peux lever la main, comme ça te placera. Euh, hop, voilà, ça permet à tout le monde de bien te voir. Et nous recevons également Laurent Pérez-Roba. Michel est membre, enfin tous les deux sont membres du collectif Free Assange Wave. Michel au niveau international et Laurent au niveau local à Bordeaux. Alors Michel, peut-être quelques mots supplémentaires pour expliquer votre engagement, je ne sais pas si on se tutoie ou on se vous voit, pour Comme expliquer vous votre voulez, hein. engagement dans ce Donc, collectif. écoutez, moi, je suis franco-argentine et je suis ergonome. Donc, par ces deux voies, je suis arrivée à m'intéresser à Julian depuis assez longtemps. Et en fait, j'avais cette envie de travailler sur les lanceurs d'alerte depuis longtemps, puisque, bon, moi, je travaille dans la prévention des accidents. Donc, le concept de lanceur d'alerte est très important dans ce type de contexte. Et en fait, ça m'intéressait tout de suite ce qu'on a vu au travers de Wikileaks. Et peu à peu, j'ai vu qu'il y avait cette persécution. Donc, quelque part, ça m'a fait m'intéresser aussi aux questions des risques qu'encourent les journalistes, finalement, pour faire leur travail. Donc, ça, c'était mon chemin personnel. Je me souviens d'avoir pris conscience à un moment donné de l'importance et quelque part du silence qu'il y avait derrière cette cause d'Assange. Et j'ai décidé un jour de ne publier que sur sa situation, sur le Facebook. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, hein. Je vous explique ça a posteriori. C'est ce qui m'est arrivé. Et moi, je suis arrivée en France. Moi, je suis un peu à cheval entre les deux pays et je fais des périodes de 5 années de chaque côté. Et j'étais arrivée juste avant, un mois avant que Julian ait été, moi je dis kidnappé hein, directement de l'ambassade de l'Équateur à Londres. Donc, en fait, ça a été une espèce de coïncidence, en fait, de mon arrivée en France, dans cette dernière étape que je passe depuis ce moment-là. Et le fait que, justement, il a commencé à être vraiment persécuté, mais là, d'une manière évidente, non? On ne pouvait pas faire se tromper, quoi. C'est vraiment le moment où il a commencé à être explicitement persécuté. Donc, en fait, moi, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le Covid et après le Covid, moi, j'ai reçu une invitation des Allemands. Les activistes allemands, ils ont repéré toutes les personnes qui, dans Facebook, publiaient sur Julian. Moi, j'avais même pas un logo de Julian, hein, mais ils ont repéré toute cette quantité de personnes et on s'est mis à travailler sans même se connaître sur un projet qui a eu lieu à Bruxelles en avril 2022. Donc moi, avec d'autres collègues, on va dire activistes, on a commencé à créer ce collectif qui, à un moment donné, a requis d'avoir un être nommé. Donc c'est là qu'on a créé Free Assange Wave. Et puis voilà, donc depuis, on s'est développé, on a créé quelque part une structure assez flexible. C'est pas une association, c'est pas formel, mais à la fois c'est organisé et c'est de plus en plus organisé et c'est organisé surtout autour de projets. Donc là, en ce moment, on travaille sur le projet du jour J, hein, qui Alors, est le on jour, va en parler tout le, à l'heure. voilà. Donc Euh, Laurent Free est Assange, arrivé. Free Assange Wave est présent dans combien de pays aujourd'hui? Combien Donc nous, de nous, on est collectifs? présents au travers des projets. Ça peut prendre toute l'Amérique latine et toute l'Europe parce que on a fait par exemple l'an dernier et cette année le projet d'accompagner la tournée de Roger Waters dans ses concerts
des derniers concerts qu'il a fait en Europe. Donc, nous, on a été autorisés en tant que réseau d'activistes à poser notre table avec 4 activistes et transmettre les informations sur la cause. Donc, ça a été un projet Europe et Amérique du Sud. Tous les pays ont participé. Donc, ça dépend des projets. Maintenant, on est plus structuré en France, parce qu'on a Free à Jouer France, qui est quand même un groupe qui se réunit régulièrement toutes les semaines et qui génère des actions de terrain notamment. Hein. C'est-à-dire dire voilà aux Français, vous avez un point d'accueil si cette cause vous intéresse. Nous sommes là. Donc ça fait à peu près un an qu'on a commencé. Et après, on est très présent en Italie, sauf que les Italiens, ils sont déjà très développés. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des projets dans lesquels déjà les groupes italiens peuvent se coordonner. Par exemple, là, ils vont bientôt remettre une lettre qu'on a déjà remise dans d'autres pays à l'ambassade du Royaume-Uni. Et ce sont des personnalités très connues qui vont le faire avec une conférence de presse, des médias, etc. Donc ça, c'est un projet Free a San Jouer Italien. Après, nous avons dans l'Amérique du Sud un groupe qui s'appelle pas Free Assange Wave parce que parfois on n'a pas besoin de l'appeler comme ça et ça s'appelle Assange Livre Agora. Donc voilà, on est mélangé avec les Brésiliens, on parle du portugnol et voilà, on est plutôt dans ces 3 pays. Après, c'est la Catalogne essentiellement, mais par le fait que moi j'habite tout près, donc dans le pays catalan, côté Perpignan, on va dire, dans les Pyrénées-Orientales. Donc, du coup, on a beaucoup développé le réseau là-bas et on y arrive doucement aussi. Mais c'est toujours au travers des projets. Là, le projet, c'est ce jour J et les projets préalables au jour J, ce sont les projections de films qui sont les moyens principaux de transmission de l'information, de l'intérêt et pour convoquer les personnes hein, à venir s'unir à nous. Merci Michel. Alors je crois que Laurent a pu se connecter. Laurent, tu nous entends? Je vous entends et est-ce que vous Et on m'entendez? t'entend. Super. Vous m'entendez pour vous dire que je suis désolé. Excusez-moi de ce retard technique. Bon, je suis Alors content que donc Michel ça marche. s'est présenté, a présenté un petit peu le collectif au niveau international. Est-ce que tu veux dire 2 mots pour te présenter aussi et peut-être parler des différents collectifs qui existent en France, notamment il y en a à Bordeaux que tu animes. Oui, Michel peut compléter. Alors moi, je ne suis pas un ancien dans ces mouvements. Je dis c'est parce que en fait, c'était fin 2022, il y avait un événement à Strasbourg auquel j'ai essayé de me joindre. Alors pardon, Laurent Pérez-Roba. Je suis un simple citoyen engagé qui s'est investi un temps dans la vie associative et politique locale. J'habite une commune de Bordeaux Métropole. Voilà, et puis une fois l'aventure finie, j'avais un peu plus de temps pour m'investir toujours dans une cause à laquelle je croyais en termes de levier d'action. C'est-à-dire que là, je crois qu'on s'adresse ce soir à, je ne sais pas s'il y a eu une présentation préalable, mais là, on est ensemble avec des sympathisants, c'est ça, Alors qui vous on a joindront. diffusé sur les réseaux sociaux, donc il y a des adhérents, il y a des sympathisants et puis il y a des personnes curieuses du sujet qui Ok. n'ont pas forcément de lien avec Nouvelle Donne. Et peut-être des élus ou bon, je ne sais pas, mais Il y a quelques élus, oui, je pense, oui. d'accord, ok. Et donc, alors s'il y a des élus locaux, moi de mon expérience, je me souviens que il y avait une frustration en fait dans les marges de manœuvre locales parce qu'on sait qu'il y a des enjeux supra-locaux qui définissent un peu ces marges de manœuvre, mais au niveau local, je me rappelle que avec mon petit collectif, on proposait des actions qui permettaient de sensibiliser en fait à ces enjeux un peu supra-locaux. Je pense par exemple au TAFTA, qui est aussi un sujet auquel Wikileaks a contribué. Donc, c'est cet accord international de libre-échange qui pouvait notamment
à abîmer nos services publics. Et je m'apercevais qu'en fait, ces enjeux-là supralocaux étaient pas si bien perçus. Voilà, je trouvais que l'élection locale était un petit peu enfermante. Voilà. Donc, du coup, j'en ai profité pour essayer de me réfugier dans une cause à laquelle je croyais, qui est une cause internationale, avec un levier politique que je crois assez fort. Voilà, donc simple citoyen engagé qui rejoint donc cette cause il y a fin 2022, avec, donc je le disais, un événement qui se tenait en décembre à Strasbourg, duquel j'essayais de me rapprocher. Et puis j'ai vu que, ben, en fait, on n'était pas si nombreux que ça en France, en tout cas, à l'époque, tu me confirmeras, Michel, mais et qu'il n'y avait pas non plus beaucoup d'articulation, voilà, comme il peut y avoir maintenant, notamment entre deux collectifs. Donc il y a un comité de soutien à Assange qui est plutôt parisien, et qui agit depuis longtemps. Et en province, c'était un peu plus limité. D'où l'idée, donc moi j'habite Bordeaux Métropole, d'où l'idée d'essayer de fédérer ici sur Bordeaux. Et donc ça a commencé pas plus tard qu'au mois de février-mars l'an dernier. À l'époque, c'était beaucoup de manifestations pour conserver nos retraites. Et donc, j'en ai profité avec quelques collègues de ce collectif politique dont je parlais ici sur ma commune pour aller manifester. Je me rappelle que c'était une grande banderole, c'était retraite, liberté de la presse, même combat, révéler les injustices. Et donc, je me suis aperçu qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui venaient discuter, soit pour comprendre, soit qui avaient déjà compris, parce qu'on avait déjà les photos d'Assange, etc. Et qu'en fait, ce n'était pas le problème des gens qui n'étaient pas intéressés. C'est juste que mobiliser, mais ça vous le savez, c'est pas toujours facile. En tout cas, c'était une cause très fédératrice. Et donc, on a pu confirmer ça aussi sur Bordeaux et partout ailleurs, comme le disait Michel, avec des actions de sensibilisation, notamment des projections débat, qui sont un formidable outil dont on va à nouveau se servir, Aline, ici sur Bordeaux. Je ne sais pas s'il y a des Bordelais, Bordelaises Oui, il y a parmi, plusieurs Girondins, Girondines, au moins. d'accord, parmi les participants ou participantes ce soir, mais qui ont vu donc l'affiche, je crois que tu l'as diffusée. Voilà, donc des temps de sensibilisation qui marchent bien, qui font venir du monde et qui sont toujours très instructifs, très enrichissants, parce que c'est intéressant de voir comment les gens s'intéressent soit à un bout de l'affaire ou voilà, quelque chose qui est un peu en quête de police. Voilà. Mais in fine, tout le monde vient pour le fond. Et ce fond-là, c'est intéressant d'en discuter. Moi, j'ai Alors, répondu favorablement à ton appel parce que je pense que c'est aussi intéressant de oui. faire participer tous les gens qui sont là. Alors justement, peut-être qu'un rappel quand même de ce que c'est que l'affaire Assange, les problèmes qui ont été posés et tout le travail qui a été fait avec Wikileaks pourrait être rappelé. Je ne sais pas si tout le monde est au même niveau d'information. On peut peut-être faire un petit rappel et puis rappeler aussi où est-ce qu'on en est du procès de Julian Assange, pourquoi il y a un procès, où est-ce qu'on en est du procès, et puis on passera ensuite aux actions qui sont proposées, puisque le mois de février va être un mois important concernant Julian Assange. Alors, qui veut peut-être rappeler les étapes, Michel ou Laurent, comme vous voulez. Comme tu veux, Michel. Ben, là, je te laisse et après, Ok, je compléterai ok, et après, on fera les actions aussi un petit peu à deux, hein, comme on a dit. d'accord. Ok. Bon, en résumé, il y a peut-être parmi vous, nous on n'est pas des experts de l'histoire d'Assange, en tout cas peut-être pas les plus experts de ce soir, donc vous n'hésitez pas à nous reprendre ou s'il y a des remarques, des précisions à apporter que les unes les autres vous connaissez déjà, n'hésitez pas. Euh, En résumé, donc avant d'être un éditeur et journaliste le plus primé de ce siècle, et fondateur de Wikileaks. Donc Julian Assange, c'est un cyber militant
australien qui a à peu près 53 ans et qui, dans sa jeunesse, dès ses 20 ans, dès les années 90, se fait connaître par des talents un peu singuliers en informatique, en piratage, en cryptographie. Voilà, mais ce sont des talents qu'il met tout de suite au service de l'intérêt général. Il crée par exemple un des premiers serveurs Internet en Australie, il crée des logiciels libres, il invente un protocole de sécurisation de données. Il a soutenu il a aidé la police à démanteler des réseaux pédophiles. Bref, c'est déjà très jeune quelqu'un donc un cypherpunk. C'est voilà, c'est un personnage parmi d'autres de ces activistes HACK qui œuvrent pour l'intérêt général. En 2006, donc, il concrétise l'idée qu'il avait déjà depuis un petit moment. C'est cette idée de Wikileaks, qui est une plateforme collaborative, comme son nom l'indique, d'information tout public. L'idée, c'est de permettre à des lanceurs d'alerte, donc des personnes qui sont au sein d'entreprises, d'organisations ou d'États, et qui constatent, et qui souhaitent signaler un fait contraire au bien commun, au droit, de pouvoir le faire en étant garanti par cette plateforme de l'anonymat. Wikileaks gère aussi l'authentification des informations. Et selon le degré d'intérêt général de l'information, la publie et donc donne accès à cette information. L'idée d'Assange, c'est on ne peut lutter contre les injustices qu'à partir du moment où elles sont révélées. Et donc que cet accès à ces révélations de la vérité, pour lui, constitue un préalable révolutionnaire. Dès 2007, donc, il y a des leaks qui sont publiés et qui montrent en fait la force de Wikileaks, de cette plateforme. Ça concerne notamment le Kenya, suite aux révélations de corruption entre le président en place qui comptait se représenter. Des fuites qui montrent du coup ces corruptions-là font qu'il est écarté. Donc ça peut avoir des impacts politiques forts. Bon, il y a d'autres révélations, la liste est longue, mais en 2010, disons qu'il y a des révélations qui sont un petit peu plus prégnantes sur ce qui lui arrive aujourd'hui. En 2010, Wikileaks publie des crimes de guerre en Irak et en Afghanistan, notamment une vidéo qui s'appelle Collateral Murder. Donc, je ne sais pas si elle parle à certaines d'entre vous, euh, qui est une vidéo qui montre du coup assez violemment comment des militaires américains s'en prennent à des civils, dont deux agents de presse, deux journalistes de l'agence Reuters, dont deux enfants. Bon. Tout ça, évidemment, ça fait grincer des dents. Les États-Unis et les pays alliés, dont le Royaume-Uni. Bon, et une enquête est lancée par les États-Unis. Et s'ensuit donc une persécution qui démarre donc en 2010 avec alors une première étape. Peut-être que certains ont entendu parler d'une histoire de crimes sexuels présumés, d'une diffusion par un tabloïd suédois d'accusations de viol. Bon, la lumière a été faite le moment venu, c'est-à-dire que en fait, ce qui s'est passé, c'est que deux femmes avec qui Julian Assange avait eu des relations sexuelles
ont dû se rendre au poste de police parce qu'en Suède, lorsqu'on veut demander, c'était le cas, un examen médical, on doit se rendre préalablement au poste de police. Et en fait, la police a requalifié en viol ces demandes-là. Et puis un tabloïd a repris tout ça, et évidemment d'autres médias, ce qui a amplifié la diffamation. Une procureure a entendu ces deux femmes-là, ainsi qu'Assange, et a classé l'affaire. Ensuite, il restait une autre possibilité de poursuivre un petit peu Assange, en tout cas de le faire rester en Suède, qui concernait la question euh, de l'abus, euh, de l'abus sexuel. Donc, bon, là aussi, il répond. Et puis, entre-temps, une autre procureure décide de rouvrir avec une autre enquête préliminaire les accusations de viol. Bon, donc il se tient à nouveau à disposition. Et bizarrement, elle tombe malade et elle lui signifie qu'il peut sortir de Suède et rentrer au Royaume-Uni pour poursuivre ses activités, etc. Et en fait, un mandat d'arrêt est lancé par cette même procureure, un mandat d'arrêt international, qui fait qu'il se retrouve coincé au Royaume-Uni. Euh, et de 2010 à 2012, il va essayer, avec son équipe d'avocats, de ne pas se faire extrader du Royaume-Uni vers la Suède, qui demande son retour, de crainte qu'il soit extradé là, vers les États-Unis, puisqu'il y a déjà eu des cas et que l'équipe d'Assange est bien informée de tout ça. Voilà, donc il est déjà privé de liberté, en fait, au Royaume-Uni à partir de 2010, en liberté surveillée. Bon, il y a des appels, contre-appels, etc. Ça finit par une autorisation, finalement, en 2012, du Royaume-Uni pour qu'il soit extradé en Suède. Et Assange doit se libérer de son bracelet électronique pour se rendre dans l'ambassade d'Équateur, où là, son équipe d'avocats, en particulier Balthazar Garçon, qui est une sommité du droit international, avait des contacts en Amérique du Sud, et notamment avec l'Équateur, et donc lui avait conseillé de se rendre dans l'ambassade d'Équateur. Là, in extremis, le président de l'Équateur lui accorde l'asile politique, ce qui évite à la police britannique de pouvoir aller le chercher dans l'ambassade d'Équateur, c'est ce qui était prévu. Bon, et il se retrouve là dans l'ambassade d'Équateur, enfermé et espionné pendant 7 ans, jusqu'en 2019. Il continuera à publier des leaks dans cette ambassade, des leaks qui continuent à abîmer, entre autres, les États-Unis, notamment pendant la campagne d'Hillary Clinton, où il diffuse en fait, des informations qui remontent du Parti démocrate et qui, notamment, expliquent qu'il y a une fraude menée par Hillary Clinton en interne pour écarter Bernie Sanders. Je ne sais pas si ça vous parle, mais à l'époque, c'était quelqu'un qui était en lice. Voilà. Bon, tout ça fait que les États-Unis ne lâchent pas prise, évidemment, et in fine, finissent par l'accuser. Non, il n'y a pas encore l'accusation. Ce qui se passe, c'est qu'en 2018, il y a le président Correa d'Équateur qui est remplacé par un autre président, Moreno, bon, dont on soupçonne qu'il
qu'il soit appuyé par les États-Unis, voilà, qui n'aime pas Assange parce que lui-même fait l'objet de révélations dans lesquelles il était mentionné par Wikileaks, et qui se débrouille pour, en un an, là, de 2018 à 2019, lui retirer sa naturalisation et donc lui refuser son asile politique. C'est là que donc, le Royaume-Uni, la police du Royaume-Uni vient chercher Assange dans l'ambassade pour l'enfermer dans une prison de haute sécurité. Voilà. Jusque-là, Julian Assange, donc de 2010 à 2019, n'a jamais été euh, inculpé ni accusé, ni jugé, mais enfermé. Là, pour la première fois, quelques temps après qu'il soit enfermé donc à la prison de Belmarsh, les causes, c'est que le Royaume-Uni dit en fait que parce qu'il n'a pas, parce qu'il est contrevenu en enlevant son bracelet électronique à la loi qui l'obligeait à être extradé vers la Suède, eh bien le Royaume-Uni l'enferme dans cette prison de Belmarsh, je crois un an ou un petit peu plus, le temps que les États-Unis aillent ressortir une vieille loi qui s'appelle l'Espionnage Act, et pour la première fois, les États-Unis qui disent ne plus considérer, ce qui n'a jamais été le cas auparavant, Assange comme un journaliste. Parce qu'évidemment, il faisait le même boulot que les journalistes. Ce qu'il révélait sur sa plateforme Wikileaks était repris par les journalistes avec lesquels il travaillait et les plus grands médias de masse du monde. Voilà. Mais là, les États-Unis, comme il y a notamment le premier amendement de leur constitution qui protège la presse et les journalistes, du coup, n'avait pas pu, n'avait pas permis la continuité des poursuites, changent en fait d'angle d'attaque et disent voilà, pour nous, c'est plus un journaliste et c'est un espion. Et là, eh bien, il y a une série en fait d'accusations qui sont portées et qui amènent à une possibilité de 175 ans d'emprisonnement, puisque c'est 18 chefs d'accusation, 17 qui relèvent d'espionnage et un 18e. Donc les 17 pour 10 ans maximum, et le 18e pour piratage ou en tout cas soutien au piratage. Voilà où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est toujours enfermé dans cette prison de Belmarsh et là accusé par les États-Unis, inculpé, avec là aussi des appels et contre-appels. Donc un refus, un premier refus, je crois que c'était en 2021, me semble-t-il, de la justice du Royaume-Uni de l'extrader. Je crois qu'à l'époque, ce qui était invoqué, c'était que les États-Unis n'apportaient pas de garantie sur sa sécurité, sur sa santé, parce qu'il était très mal en, enfin, il est toujours très mal en point, mais il était déjà bien mal en point à cette époque-là. Les États-Unis ensuite ont apporté des garanties sur les raisons qui avaient cours pour refuser cette première extradition. Là, c'est l'équipe d'avocats d'Assange qui refait appel à cette autorisation par le Royaume-Uni d'extradition. Et on en est là aujourd'hui avec un jour J, donc appelé Day X, et jour J donc chez nous, qui fait référence à l'examen de ce dernier appel auprès de la Haute Cour de justice à Londres, l'examen de l'appel contre son extradition vers les États-Unis. D'où le jour J et d'où évidemment une grosse manifestation ces 2 jours-là, 20 et 21 février prochain à Londres, mais un peu partout dans le monde si vous avez
visiter les sites de soutien, dont celui de Bordeaux avec la page Mastodon, vous voyez qu'il y a beaucoup de villes. Je ne sais pas s'il y en a plus encore que celles qui étaient listées récemment, mais beaucoup de villes à l'international où ce jour J sera l'occasion d'une manifestation de solidarité pour demander qu'il ne soit pas extradé et demander sa libération. Merci Laurent. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce petit rappel de l'affaire Assange? Ou est-ce qu'on passe tout de suite aux actions, puisque c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'actions qui vont être mises en place dans les prochaines semaines. Alors après, évidemment, là, on va parler peut-être de ce qui se passe à Bordeaux, de ce qui peut se passer dans d'autres villes, mais ce sera à vous d'aller chercher s'il se passe quelque chose dans votre ville, notamment dans la lettre que vous avez reçue ou dans l'article qui est sur le site de Nouvelle Donne, vous avez tout à la fin le lien vers euh, le fil de mastodon dont parlait Laurent, où vous avez tout un tas d'informations sur ce qui peut se passer dans les prochaines semaines. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui, donc il y a une question de Cyril. Quelle attitude ont les médias et la presse des USA vis-à-vis d'Assange? Est-ce que vous pouvez Oui, répondre on à peut cette question? répondre. Michel, tu veux? Peut-être Ouais. Michel? Oui, oui, oui. Mais écoutez, déjà, c'est un petit peu le même scénario que partout, hein. C'est vrai que on est dans un cas où un journaliste et un éditeur a, au travers de son exemple, de son travail, montré qu'on pouvait faire du journalisme d'une qualité supérieure à celle qu'on faisait jusque-là. Donc déjà, c'est pas évident pour l'ego de cette profession d'avoir à côté d'eux quelqu'un euh, qui les dépasse à ce point et en plus qui le dit. Parce que bon, il faut savoir qu'il l'a dit hein, à plusieurs reprises très naturellement. Mais après, c'est quelqu'un qui a critiqué directement la presse et qui l'a attaquée en disant qu'elle est complice de tous les mensonges qui font que finalement on finit avec des guerres qui sont d'autant plus des guerres éternelles qui sont là pour blanchir de l'argent des impôts des États-Unis et de l'Europe. Donc quelque part, il ne laisse pas les journalistes dans une situation trop agréable et ceux qui sont dans le système, qui mangent tous les jours et qui reçoivent des ordres et qui sont dans un système de, comme on dirait dans le langage un peu militaire, de obéissance due, hein, ils sont pas très contents, même s'ils sont d'accord avec ces critiques. C'est assez difficile pour eux aussi de réagir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout abandonner. Bon, ils ne laissent pas les gens dans une situation très facile. Ils les poussent jusqu'au dernier retranchement et il dit voilà, il faut faire quelque chose. Et donc, voilà, les journalistes, soit ils ont les épaules pour faire quelque chose et dénoncer et dire oui, je suis avec Assange, soit ils sont appelés à faire silence. Aux États-Unis, on trouve un peu comme partout ces deux types d'attitudes, non? Et on trouve surtout des journalistes qui ont invité les personnages sinistres de la CIA, comme Pompeo, dire devant les médias que c'est un espion et qu'il faut c'est comment ça s'appelle, la chaise électrique qui devrait l'attendre. Bon, des choses comme ça, non? Des journalistes qui ont carrément adopté le point de vue de ces mafieux de la CIA qui se sont permis d'espionner, comme a dit Laurent, l'ambassade pendant qu'il a vécu, réfugié, l'ambassade de l'Équateur, des gens qui se sont permis de l'espionner à tel point que ils ont enregistré les conversations avec les avocats de la défense. Donc là, depuis ce point de vue, déjà, ils sont complices avec des violations des droits de l'homme basiques pour une défense légitime. Vous voyez, donc
on est face à des journalistes qui ont alimenté tout ça aussi, cette machine à raconter des mensonges, mais en plus à accompagner les gens qui ont raconté ces mensonges pour créer les guerres et tout ce que Julian dénonce depuis très longtemps. Après, on a des journalistes qui sont vraiment courageux, qui ont beaucoup de spectateurs. Donc, Joe Rogan, par exemple, il a parlé du sujet. C'est quelqu'un qui a beaucoup de spectateurs. Bon, il y en a plein hein, qu'on ne connaît pas tellement en France, mais ils sont là. Le problème, c'est que pour pouvoir faire face et pouvoir faire un bras de fer par rapport à cette question, parce qu'après toute l'explication de Laurent, bon, après, il y a des petits détails. Hein, on ne va pas rentrer dans les questions juridiques parce que justement, celle-ci n'est pas une cause légale. C'est ça qu'il faut comprendre. On a montré toutes ces étapes aussi pour vous montrer que c'est tout un cheminement qui est plus de l'ordre du lawfare. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais c'est ce qui a conduit Lula en prison, Dilma Rousseff en prison. Bon, d'autres exemples, c'est comment on utilise la loi et comment on essaye de trouver les creux, les espaces dans le système juridique pour pouvoir mettre des gens de manière injuste dans une prison et s'ils peuvent crever dedans, tant mieux. Donc ça n'a rien à voir avec une logique juridique, mais c'est le détournement de la logique juridique pour pouvoir aboutir à leurs finalités, qui sont des finalités illégales. Hein. Mais tout en restant, en faisant semblant qu'on est dans la légalité. Donc du coup, ici, ce qui se passe, c'est que si nous sommes là, c'est que même s'ils étaient une bataille, une grande armée de journalistes aux États-Unis, ce qu'il faut pour renverser, pour gagner le bras de fer, c'est que nous soyons tous dans la rue, pour dire on ne va pas tolérer ça. Parce que euh, la logique n'est pas juridique. La logique juridique, elle a déjà été détruite, défaite, démontée. Niels Melzer a écrit un livre où il explique que Julian Assange est dans des conditions de torture psychologique depuis son arrivée à, à Belmarsh et même depuis avant Belmarsh. Rien qu'avec son rapport, ça suffirait pour que il soit déjà parti depuis longtemps. Donc là, on est face à des comportements criminels organisés depuis l'État, les États. Et c'est ça la spécialité de Julian et de Wikileaks. Hein, c'est de donner au peuple les révélations pour comprendre comment ces États fonctionnent. Donc du coup, on est là, pris dans cette situation. Et le dernier film qui est réalisé sur Julian, ça s'appelle Julian Assange, The Trust Fall. The Trust Fall, ça veut dire un peu comme s'il avait fait un saut au vide, dans le vide, mais en faisant confiance que nous serions là pour le retenir, pour ne pas, pour éviter qu'il meure en tombant. C'est-à-dire que le saut qu'il a fait, c'est justement son projet de Wikileaks. Il savait que ça allait avoir des conséquences, mais il savait ou il pensait que nous serions là pour justement faire face à ça. C'est une bataille qui nous concerne tous. Cette bataille ne concerne pas que Julian. On n'est pas là que pour Julian, on est là pour nous. Hein. Donc, du coup, les journalistes aux États-Unis, il y en a, ils sont courageux, mais il faut qu'on passe à une autre échelle. Ils suffisent pas. Ils suffisent pas parce qu'il faudrait que tous les États-Unis soient levés, tout le Royaume-Uni soit levé. Et malheureusement, ce sont des pays dans lesquels les gens ne vivent pas bien. Moi, j'ai une activiste, une copine de Oklahoma, qui me dit, moi, j'arrive pas à la fin du mois, on est pauvre. On est pauvre. Donc, les gens dans ce pays et dans le Royaume-Uni, on l'a vécu en allant pour le 8 octobre l'an dernier, etc. La police, elle est partout. C'est des pays militarisés, surveillés. En plus, les gens ne sont pas dans la meilleure situation économique de l'histoire de ces pays. Donc, du coup, il faut qu'on les aide. Ils ne vont pas pouvoir le faire tout seuls. Hein. Nos copains activistes nous disent, s'il vous plaît, venez à Londres le 20 février et le 21. Ne nous laissez pas seuls. Hein. Merci. Donc, en fait, c'est ça, hein, Aline.
Merci Michel. Alors, il y a des remarques ou des questions dans le fil de discussion. Maryse, alors Maryse, est-ce que vous voulez intervenir pour votre remarque ou est-ce que je la lis? Qu'est-ce que vous préférez? Je ne sais pas si elle veut intervenir. Donc, elle dit, aucun des journalistes ayant publié des infos révélées par Assange n'a été menacé. Donc, c'est bien qu'il y a deux poids, deux mesures aussi. C'est pas les infos, tant les infos qui dérangent que peut-être la tête qu'ils veulent avoir. C'est ça. Ben ça dépend, hein. Moi, je connais des réalisateurs qui ont fait des films sur lui qui sont menacés. Ils sont menacés. D'accord. Et je connais pas assez tous les cas des journalistes, D'accord. mais Donc, il y a quand bon, même des j'en menaces. connais quelques-uns qui sont, oui, qui ont changé de pays, qui Mhm. sont là où on les menace le moins possible, quoi. D'accord. Hein. Marc, est-ce que Marc, tu veux poser ta question sur la stratégie de son avocat? Tu veux Oui, prendre la parole? bonsoir, Oui. bonsoir, volontiers, ouais. Oui, ma question est la suivante. C'est Antoine V, donc, qui est l'avocat, qui a quelques démêlés d'ailleurs hein, avec la justice actuellement, française, sur des affaires de mœurs, semble-t-il, et de harcèlement. Quelle est la stratégie pour pouvoir entraver, donc, pour pouvoir euh, contraindre à garder Assange sur le sol anglais ou l'extrader peut-être vers la France. Je crois qu'il y a eu un refus d'ailleurs, hein, il me semble-t-il, de la France pour extrader vers notre pays Monsieur Assange. Quelle est la stratégie de Monsieur V pour bloquer cette procédure d'extradition et empêcher l'extradition de Monsieur Assange vers les États-Unis? Laurent, tu veux que je réponde? Oui, 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 en sachant que là, comme la question précédente, en fait, c'est pas. Là, on parle de l'équipe des avocats en général. Hein. Là, c'est pas. Comme tout à l'heure, on posait la question des journalistes aux États-Unis. Euh, bon, mais vas-y. Enfin, Oui, moi je dirais, je sais plus comment vous vous appelez, excusez-moi. Hein. Euh, bon, déjà pour commencer, nous suivons les informations qui sont fournies par les avocats de la défense lorsqu'ils peuvent nous en faire part. Et à chaque reprise, en tout cas moi personnellement, j'ai suivi à pas mal d'occasions ces propos. Et en fait, déjà, il y a une équipe, comme dit Laurent, et chacun agit à un niveau différent de cette cause qui est assez complexe. Donc, moi, je ne sais pas en ce moment, je n'ai pas entendu trop parler de cette personne dont vous parlez. En ce moment, moi, je suis plutôt en contact avec les avocats de la défense qui sont dans l'équipe espagnole et je sais que l'un d'eux travaille sur la question de l'extradition, du blocage de l'extradition. Et, euh, et il y a, je peux juste vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas... On va pas en parler publiquement parce que justement, il ne s'agit pas de donner trop d'infos à- aux avocats de l'accusation, on va dire. Donc après, euh, je peux juste te dire qu'on essaye de trouver les arguments qui se trouvent dans le droit britannique. D'accord? Donc en fait, il faut travailler là-dessus pour essayer d'éviter l'extradition. Et puis après, on compte bien sur le fait que le 20 février et le 21, lors des audiences, on va bien convaincre le jury du fait qu'on pourra faire appel. Et si ce n'est pas le cas, on compte bien sur la Cour européenne des droits de l'homme, à laquelle le Royaume-Uni doit répondre, puisqu'elle est signataire, disons, du cadre juridique du Conseil de l'Europe. Donc, du coup, même si elle ne fait plus partie de l'Europe, hein, elle s'est engagée à respecter le cadre juridique, ce cadre juridique-là. Donc, du coup, on compte bien sur cette instance pour faire appel, même si la justice britannique ne permet pas cet appel. Donc, en gros, c'est ça l'enjeu, c'est d'arriver au 20 et au 21 avec toute la pression
publique dans les rues. Euh, Parce que même si on essaye de gagner la bataille au niveau juridique, puisque les violations du droit sont les unes après les autres, hein, il y a ce qu'on appelle dans mon pays, hein, moi je viens d'Argentine aussi, et c'est l'impunité, ça s'appelle. Donc, bienvenue au monde de l'impunité dans le nord de la planète, hein. C'est comme ça. C'est là où on nous montre, et moi je dis toujours, hein, ça me rappelle les détenus qu'il y avait en Argentine pendant la dernière dictature. Julian, c'est un détenu arbitrairement. Ils sont en train de le faire mourir progressivement, à feu lent, à feu doux, comme ça. Mais pourquoi? C'est parce que vraiment, il n'y a aucun respect des lois, hein, et ils savent qu'ils ont le pouvoir de faire ça. Oui. Ils savent. C'est Merci. l'exemple, hein. Merci Michel. Alors Christian, justement, Christian Ril, si tu veux poser ta question, et on va parler des manifestations qui vont avoir lieu, mais ta question porte quand même sur le résultat possible. Tu veux intervenir, Christian? Juste répéter ma question. Quels sont les espoirs réels d'avoir une action en manifestant, si on veut, et le nombre, dans quel pays et où et comment, quoi. Alors, on va parler Euh, des actions, justement. Peut-être on parle des actions avant de parler des résultats qu'on attend ou... oui, oui, oui. Bon, moi je commence, hein, Laurent, avec le niveau international et on passe vite en France, d'accord? Très Ben, si bien. on Oui, peut faire, c'est justement, on est là et le côté positif, c'est-à-dire nous, on ne peut pas vous dire que nous sommes dans le monde de Blanche-Neige et les sept nains, hein. On est là pour vous dire, on est vraiment dans un monde et dans un monde très dangereux, non seulement pour les gens qui sont en Palestine en ce moment, mais pour nous tous. Donc il faut qu'on commence à bouger. Et ils vont nous lancer tout ce qu'ils ont pour nous, nous empêcher de sortir et de faire tout ce qu'on pourra pour dire qu'on est contre cette arrestation complètement illégale et encore moins pour l'extradition, non? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, ce qu'on fait, c'est déjà on s'organise, on est en réseau, on a un réseau international présent en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, on a quelques personnes de contact en Afrique et dans les pays, on va dire, en Asie, mais ce n'est pas le plus fort de notre réseau. Sachant qu'il y a aussi une question très importante, c'est que les mauvaises langues l'accusent aussi d'être un espion russe. Donc, du coup, bon, on évite toutes sortes disons, d'amalgame et on reste vraiment centré sur les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est les campagnes officielles mettent toute l'énergie là-dessus. Et nous, en tant qu'activistes, notre réseau s'étend en Europe et en Amérique du Sud principalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est accompagner l'équipe de Stella, notamment, qui est donc l'épouse de Julian, Stella Assange, qui est une petite équipe, mais qui a été vraiment la première dans la campagne à établir des liens très étroits avec les activistes et à nous impliquer dans l'action en forme de réseau. Donc, du coup, on a un, une action principale pour le 20 février en dehors de l'Angleterre et notamment de Londres. Et à Londres, il y a les 2 jours, le 20 et le 21 février, les audiences publiques. Donc, en fait, ceux qui peuvent y aller, ils vont vraiment, parce que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait beaucoup de monde là présent. Mais également, si on ne peut pas y aller et si on veut montrer qu'on est contre cette situation, il y a plusieurs moyens et c'est ce qu'on a développé avec l'équipe de Stella. Le premier, c'est de nous organiser pour être présent le 20 février dans toutes les villes. En France, Laurent va vous expliquer comment on va agir. Mais dans toutes les villes de ces continents, on est à peu près 46 villes déjà répertoriées jusqu'à aujourd'hui. Nous allons faire une action le jour 20 parce que le jour 21, avec toutes les images du monde qui seront envoyées,
on fera un streaming à Londres et ce sera ça le matériel qui sera enregistré et qui restera online pour montrer à toute la planète, quoi. Donc, du coup, nous serons tous représentés dans ce matériel audiovisuel. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait aussi beaucoup d'actions pour quoi faire? Pour réussir à avoir une reconnaissance institutionnelle, on va dire, de l'importance du travail de Julian et qui passe par la citoyenneté d'honneur. Donc, en fait, nous tous, nous pouvons entamer là où nous habitons la démarche pour que notre ville, nos élus, euh, désignent Julian Assange citoyen d'honneur. Donc ça, c'est une des actions principales qu'on développe. Après, c'est l'écriture des lettres donc à Garland et donc aux ambassadeurs du Royaume-Uni de toute la planète. Donc, on a deux grandes actions. C'est l'écriture. Donc, on a fait ça en France. C'est presque 70, non, presque 80, non, Laurent, je ne sais plus le nombre. Députés ont signé cette lettre et cette lettre a été envoyée à M. Garland aux États-Unis. Puis un autre mode de procédé, c'est une lettre qui est adressée à l'ambassadeur de l'ambassade, disons, de britannique de tous les pays. Et donc ça s'est fait déjà dans 3 pays, dans la Norvège, en Argentine, dans la péninsule ibérique, on va dire, dans le pays plutôt catalan, à Barcelone, et dans les jours qui viennent en Italie, à Rome. Donc, du coup, ce sont des actions comme ça qui sont institutionnelles, qui sont fortes et qui contribuent à ce que les États-Unis et le Royaume-Uni comprennent que les citoyens de nos pays, considérant que cette situation est très injuste et que nous admirons Julian. Hein. Donc voilà, pour ma part, c'est ce que je voulais vous dire. Je ne suis pas du tout pessimiste, mais je sais que si nous ne bougeons pas tous, ce sera très dur. C'est tout. Merci. Alors, nous avons un député européen, Pierre Larouturou, qui ne peut pas être là ce soir, mais qui nous a demandé ce que lui pouvait faire en tant que député européen. Est-ce qu'il y a des actions qui pourraient être possibles au niveau européen et lesquelles? Laurent, tu veux y aller? Tu me dis, hein? Je suis pas certain, mais il me semble que les députés européens, justement, en tout cas quelques-uns, se sont manifestés très récemment pour Mm. demander la libération d'Assange. Donc, je ne sais, mais peut-être C'était pas à l'Assemblée nationale, c'était au Parlement européen? au Parlement européen, mais D'accord. Il y a eu depuis longtemps 2 commissions au Parlement ouais, européen. Nous, par exemple, Free Assange Wave est en train de travailler avec le groupe allemand, parce que bon, ça dépend sur quel projet. On est en train d'organiser une exposition pour le Conseil d'Europe, en fait, d'abord, et par la suite, ce sera une exposition qui va aller au Parlement européen. Donc, on travaille un peu en lien avec certains des parlementaires, mais par exemple, cette lettre dont je vous ai parlé, qui est adressée aux ambassades britanniques, pourrait être également adressée et signée par les parlementaires européens. Et ce qui peut et qui va bouger le plus les choses, c'est que ces personnes se prononcent déjà publiquement, c'est-à-dire qu'ils ne fassent pas un envoi par mail ou même en allant à la poste comme ça sans plus, mais qui fasse une conférence de presse, qui fasse connaître le texte de la lettre et que ça fasse l'objet d'une conférence de presse qui puisse être amplifiée par les médias. Donc ça, c'est ce qui a le plus d'effet finalement. Hein. Donc nous, tout ce qu'on cherche à faire désormais doit avoir ces ingrédients. Hein. D'accord, merci. Je transmettrai. Et la lettre, on la trouve sur votre sur Oui, oui, Mastodon on peut vous la fournir, il n'y a pas de oui, problème. D'accord. je te la communiquerai. Oui, Par Il rapport y au a 2 lettres. il y a deux lettres. Oui, j'ai compris qu'il y avait deux lettres. je chercherai voir si ce que je disais tout à l'heure euh, d'actualité avec il me semble, une manifestation là récente. Dans tous les cas, le Parlement européen a nommé Assange sur le prix Sakharov en 2022, je crois.
Donc il s'est déjà manifesté en fait, hein, en faveur d'Assange, en tout cas une majorité de députés. Euh, pour répondre pour revenir juste sur des questions précédentes, je crois qu'il y avait alors Marc qui parlait des demandes d'Assange adressées au gouvernement français pour l'asile. Je crois qu'effectivement, il lui a été refusé 2 fois en 2015 et 2022, ce qui a été aussi le cas de Snowden, donc un des lanceurs d'alerte qui a contribué aux leaks publiés par Wikileaks, dont dans ces leaks de Snowden, l'espionnage de nos présidents, de trois de nos présidents français, de deux ministères. Voilà. Donc là aussi, refus de. Disons que la France est très, très mielleuse en fait. On parlait d'Antoine V à l'époque où il faisait donc partie de de l'équipe d'avocats français amenée par Dupond-Moretti, qui demandait déjà l'asile politique avant qu'il soit ministre. Euh, Depuis, je ne sais pas s'il est toujours sur la même ligne, mais en tout cas, ça ne bouge pas trop. Euh, voilà, donc pas de réponse en fait française favorable pour ces demandes d'asile. Ensuite, il y a Christian qui parlait de la question de l'espoir. Alors, comme l'a dit Voilà, Michel, oui. À quoi on peut arriver ouais, avec cette mobilisation? Qu'est-ce qu'on ouais, espère qui va se ouais, passer après le ouais, 21 février? Oui. ouais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, il y a Assange, il y a Wikileaks, qui Wikileaks pour le moment n'est pas égalé. C'est-à-dire que le souhait d'Assange, c'était effectivement qu'il y ait, si jamais il était malheureusement extradé, c'est qu'il y ait des organisations en capacité de reproduire une plateforme telle que Wikileaks. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Il y a Cryptom qui était l'avant Wikileaks aux États-Unis, mais qui ne fait pas le travail journalistique. On a chez nous un peu Disclose et d'autres journaux hein, qui permettent maintenant, en fait, le protocole qu'avait inventé Assange et Aaron Schwartz est repris par beaucoup de médias qui permettent, en fait, même sur rue 89, je ne sais pas si vous avez vu, mais rue 89 avec une antenne à Bordeaux, par exemple, si vous constatez voilà, qu'il y a une manœuvre immorale dans votre entreprise ou dans votre institution, vous pouvez passer par ce protocole-là. Rue 89 vous le propose. Voilà, mais il n'y a pas l'équivalent aujourd'hui. Donc ça, c'est dommageable. Mais l'espoir, c'est de penser que même si l'équivalent n'existe pas aujourd'hui, il faut quand même des médias forts. Il faut quand même protéger le journalisme d'investigation, qui, même chez nous, est bien menacé. On le voit avec notamment des exemples récents, euh, celui d'Ariane Lavrieux récemment pour Disclose, mais aussi des manifestations qui sont tout à fait symptomatiques hein, du gouvernement français à propos de la loi européenne récente qui n'est toujours pas actée, mais qui propose d'asseoir davantage la protection des journalistes et de leurs sources, et où on a la France qui se positionne très rapidement aux côtés de la Pologne au départ, pour dire que sous l'argument de sécurité nationale, ce qu'évoquent les États-Unis, le Royaume-Uni, etc., hein, à partir du moment où on est sur euh, quelque chose qui relèverait de la sécurité nationale, tout ça depuis le 11 septembre, ça date maintenant, eh bien, on peut se permettre, en fait, d'aller chercher des journalistes, de leur piquer leur matériel chez eux, de les mettre en garde à vue et de faire en sorte qu'on aille trouver leurs sources, quoi. Donc ça, c'est très grave. Ça veut dire que l'espoir qui est porté par l'ensemble de nos manifestations, c'est celui de sensibiliser les gens sur la persécution internationale, mais aussi chez nous, de ce journalisme-là d'investigation, qui est le seul journalisme à pouvoir aujourd'hui
illustrer le contre-pouvoir qu'on pouvait prêter à la presse, ou qui est encore peut-être dans les imaginaires, mais qui n'existe plus ou qui est extrêmement fragilisé aujourd'hui. Et on sait très bien, Antonio Guterres le répète, la responsable de l'UNESCO aussi, chaque année, au mois de mai, sur la journée internationale de la presse, on sait très bien que en fait, c'est un pilier de la démocratie. On ne peut pas, on ne peut pas imaginer une démocratie sans ce contre-pouvoir de contrôle euh, du gouvernement qui, on le voit bien, se sert des médias pour, sur les questions gênantes, les évacuer ou parler d'autre chose. Voilà. Donc, c'est cet espoir-là, en fait. C'est cet espoir de sensibiliser, de toucher le plus en plus de monde pour que, oui, Wikileaks, oui, Julian Assange, mais pas que, sur une cause qui est globale de nos libertés et qui touche nos libertés. Comme le disait Michel, en fait, on est vraiment tous concernés et c'est ce qu'on a du mal aujourd'hui quand on discute comme ça de manière un petit peu informelle ou loin de manifestations telles que celles qu'on propose, qui est difficile à percevoir. Mais ce qui est rassurant, c'est que quand on fait ces manifestations avec des supports comme des films qui sont tout à fait parlants, The War on Journalism qu'on propose à Bordeaux, il est disponible hein, sur le net. Hein. Juan Passarelli n'a pas demandé de droit d'auteur exprès parce que voilà, il est bien conscient qu'en fait l'ensemble des libertés d'expression et du journalisme et du reportage sont menacées. Donc en fait cette cause elle est vraiment supra et elle ne s'arrête pas à l'espoir qu'on porte ou qu'on porterait que à Assange ou que à WikiLeaks. Merci Laurent. On va peut-être s'arrêter là. Ça fait 1 heure qu'on échange sur ce sujet et merci beaucoup pour tous les éclaircissements que vous avez pu nous apporter et puis sur les actions qui vont être possibles. Alors, je vois qu'il y a une question encore de Marc. Y a-t-il des soutiens de la part d'artistes de réputation internationale, d'écrivains de renommée internationale, de personnalités du monde politique de premier rang qui permettraient de cristalliser l'opinion publique pour le soutien de Julian Assange, comme l'a fait Taylor Swift? Ben oui, ça fait très longtemps que des gens comme Roger Waters, comme Oliver Stone, comme bon, plein d'autres, hein, Susan Sarandon. Bon, maintenant, justement, dans ce dernier film qui vient de sortir, hier seulement, ils ont fini d'enregistrer et d'éditer l'enregistrement de la voix en off de Susan Sarandon. Il y a également Roger Waters comme voix en off du film. Bon, il y a beaucoup d'artistes, notamment en Italie, cette lettre dont je vous ai parlé, qui est la lettre écrite par un groupe de personnalités connues. Il y a donc des artistes très connus en Italie qui vont la remettre et faire cette conférence de presse. Donc justement, c'est ça qui va aussi faire changer les choses, hein, quand les artistes s'impliquent. Et en Euh, France? En Ouais, et France, particulier en France, oui. En France, hein. En France, Laurent, qu'est-ce que toi tu as en tête comme s'il y a soutien des En fait, personnalités comme... ce sont des personnalités, oui, voilà, pas forcément des artistes, ou si, il y en a, mais il y a cet acteur français que j'aime bien, mais qui a participé là, il y a peu à Beaubourg, je crois, bon, enfin un acteur de cinéma et réalisateur. Mais il y a des personnalités, il y a la Cantona, mais il y a des personnalités Oui. aussi de renom dans le journalisme. C'est ça qui est important. À l'international, Daniel Esbert, John Mm. Pilger, tout ça, c'est des sommités en fait, du journalisme. Chez nous, on a Halimi, on a Edwy Plenel, on a des Bon, gens comme ça après, il y qui a se tous les mobilisent. présidents d'Amérique latine, Lula, Petro, le président du Mexique, López Obrador, qui se sont manifestés depuis très longtemps et qui ont vraiment un point important, mais l'impunité, ça suffit pas avec les présidents d'Amérique latine. Donc c'est pour ça, hein, moi je réponds à ce monsieur qui me dit que je dois être positive. Moi, je viens d'un pays où on a passé une dictature, on a eu 30 000 disparus. Et ma grand-mère vient d'un pays
qui est l'Espagne, où seulement en personnes disparues et assassinées, il y avait 250 000. Donc, moi, je suis positive, hein, mais je suis un petit peu lucide, hein. Mon grand-père grec, toute sa famille a été tuée. Bon, je suis positive, mais les pieds sur terre. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on se mobilise. Je ne peux pas partir de cette réunion sans insister là-dessus. On ne peut pas compter sur la justice. On ne peut pas compter. On va tout faire. Les avocats de la défense vont tout faire, mais ce n'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est nous tous dans les rues en train de faire des actions, La pression des mobiliser citoyens. jusqu'à la fin. La Oui, pression des c'est ça. citoyens qui Oui. peut amener à Et faire si bouger possible, si je pouvais laisser un message, c'est que on arrête de parler de Julian en tant que lanceur d'alerte. Il n'y a pas une vidéo en France, même par des personnalités, qui ne parle de Julian à la fin ou au milieu ou au début en tant que lanceur d'alerte. C'est pas un lanceur d'alerte, c'est un journaliste et c'est en tant que journaliste qu'on va aller le défendre si jamais il est, disons, accusé aux États-Unis. Le problème, s'il est extradé, pardon. Le problème qu'on n'a pas souligné assez, c'est que son extradition, ça signifie sa condamnation à mort. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas un procès juste là-bas. Il sera jugé par un tribunal constitué d'anciens ou de familles d'anciens de la CIA, du FBI. Ils ont choisi un tribunal là où il n'a pas de chance de s'en sortir. Hein? Et il est sous un cadre juridique de l'espionnage Act qui ne lui donne pas de chance d'avoir recours à sa qualité de journaliste. Donc, c'est même pas le fait qu'on parle de lui en tant que journaliste qui va l'aider. Mais en tout cas, il ne faut pas l'enfoncer en disant que c'est un lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, c'est Snowden, c'est Manning. Mais Julian est un journaliste et un éditeur. Et ça a été le journaliste et l'éditeur le plus courageux du monde parce ça a été le seul à avoir publié ce que Snowden a donné à tous les journaux et que personne n'a voulu publier. Hein? Donc, c'est ça. Mon espoir est en vous. C'est vous qui me rendez positive. Sans vous, on ne fera rien. bien sûr ces mots. Je pense que là, on est tous motivés pour être présents sur les différents points d'action du mois de février, en particulier du 20 et du 21. Alors, ce sera plutôt sans doute dans des grandes villes, hein, autour de chez vous, peut-être, donc Paris sans doute, Bordeaux, Marseille, Strasbourg. Regardez sur alors, il y a la page Facebook Free As and Wave. Il y a plusieurs sur les réseaux sociaux, vous allez trouver des informations et vous allez voir passer les villes dans lesquelles il y a des actions. Hein, et sur le film Mastodon aussi dont Laurent a donné le lien et qui est dans la lettre que vous avez reçue, vous pouvez aussi trouver des informations pour voir si dans une ville près de chez vous, il va y avoir des actions le 20. Oui, Laurent? Alors aujourd'hui, il y a des villes identifiées Ah, en voilà, France bah, tu peux peut-être nous les donner, oui. qui sont Paris, Strasbourg, Metz, Bordeaux, Ajaccio. Je suis allé trop vite, hein. Paris, Strasbourg, Metz, Bordeaux et Ajaccio. Donc, alors ça veut dire que voilà, s'il y a des militants sympathisants ce soir qui sont proches de ces villes, là, il y a déjà des choses qui sont organisées, mais ça ne veut pas dire que si près de chez vous, il n'y a rien qui se passe et que vous souhaitez développer une action, on ne peut pas vous aider, on le fera. On vous fera part de notre expérience et on communiquera avec nos réseaux pour dire qu'il y a une, deux, trois personnes qui souhaitent faire quelque chose là-bas. OK. Moi, j'invite donc celles et ceux qui sont de Bordeaux ou proches, vraiment à venir voir ce film qui a l'avantage d'être traduit dans la projection qu'on va faire, ce qui n'est pas le cas actuellement sur le net, parce que c'est un documentaire qui fait 40 minutes et qui est extrêmement parlant et qui permet d'éclairer, je trouve, beaucoup l'affaire.
Oui, Et là, le- je vous ai copié en complément le site de Stella Assange qui va bientôt avoir toutes les informations mises à jour du monde entier, de toutes les villes qui organisent. On vient de la finir hier et elle est en train de mettre à jour le site là-dessus. Et sinon, pour ceux qui veulent proposer leur ville, j'ai laissé là aussi, bon, en dehors de nos propres coordonnées, hein, celles de Laurent à Bordeaux et bon, Free Assange Wave, comme vous disiez, Free Assange Wave France sur Facebook ou Twitter, etc. Il y a ce Telegram qui est exclusivement destiné à la création de nouvelles villes pour le jour J. C'est-à-dire que là, on trouve toutes les infos sur les flyers, la liste, la dernière liste mise à jour, parce que nous, on va un petit peu plus vite que le site de Stella. Hein, c'est nous qui fournissons le site de Stella d'information. Mais voilà, donc dans ce groupe aussi, vous pouvez participer, vous pouvez dire aux gens qui veulent créer leur jour J. En principe, l'idée était de concentrer, de ne pas en faire beaucoup pour que les gens puissent se déplacer. Par exemple, les Toulousains qui aillent plutôt à Bordeaux. Mais après, si les gens ne vont pas bouger, il vaut mieux qu'ils organisent dans leur propre ville la manifestation. Donc, du une coup, ça, question. c'est... Oui. Une question, Michel, est-ce que ça peut être des actions plus modestes, c'est-à-dire des personnes qui se filment en portant avec un message de soutien, d'appel à la libération d'Assange, et ces petites vidéos, est-ce qu'elles peuvent être envoyées quelque part, Oui, collectées? nous, on doit filmer plutôt, parce que je vous rappelle, hein, c'est l'effet médiatique, c'est montrer qu'on est nombreux. Donc, ce qu'on va filmer surtout, ce sont les rassemblements et les envoyer à Londres pour qu'ils passent le 21. Hein. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas s'enregistrer et envoyer leur propre vidéo. Et on pourra la diffuser aussi dans les réseaux. On peut la diffuser dans... Bon, nous, on fait ça. Hein, dès qu'on on a des... Par exemple, en Argentine, on a une campagne qui s'appelle... ça s'appelle Argentina por Assange. Et tous les jeudis, on fait les photos de tous les gens qui sont à la place de mai et avec la photo de Julian et on la monte dans Twitter. Par contre, je ne vous promets pas que ces vidéos pourront être envoyées pour le streaming. Nous, on va essayer, Oui, on va tout mais ça peut être envoyer. diffusé quand même. Ça Oui, peut être on peut diffusé sur les l'envoyer. réseaux. Après, on ne sait pas s'ils vont vraiment tout éditer et tout mettre, parce qu'il faudra qu'il y ait de la place un petit peu pour les 50 pays presque. Vous avez vu hein, qu'on a 50 Oui, villes. Donc, du coup, dans le fait, streaming, je ne sais pas comment ils vont faire. Donc, vous pouvez encourager les gens qu'ils envoient tout et on fera quelque chose, on le diffusera. Si ça part à Londres, tant mieux, et sinon, on le diffusera nous en France. Et une autre question, est-ce que sur les réseaux sociaux, il y a une action d'ampleur qui est imaginée avec une pancarte Libérer Julian Assange qu'on peut mettre ou une bannière ou est-ce qu'il y a du matériel comme ça, donc qui n'est pas un flyer, mais qu'on peut mettre sur notre page, etc., pour bien être identifié ou éventuellement se prendre en photo avec une petite image comme ça, Libérer Julian Assange, ça pourrait être... Oui, on a toutes les images qui ont été préparées par l'équipe de Stella. Hein. Laurent les a envoyées au groupe de Bordeaux. Mais si vous vous mettez en contact avec eux, avec Laurent, il va vous envoyer tous les designs. Après, on peut faire aussi des choses ad hoc. Hein, si jamais vous avez des besoins particuliers. Par exemple, si dans une ville, vous faites d'ici le 20 février, je ne sais pas, une projection d'un film ou vous allez faire un point de signature pour faire une pétition pour qu'il soit choisi, désigné citoyen d'honneur. Ce que vous pouvez faire, c'est on vous envoie une espèce de flyer avec le logo du 20 février et en dessous, la liste des actions que vous allez faire dans tel coin de France. Donc ça, on peut vous l'envoyer, vous le faciliter. Vous voyez, comme ça, vous avez déjà notre matériel, il est déjà là. Après, D'accord. Donc d'accord? ça, pour ceux qui sont en ligne, soit vous avez pris en note et vous pourrez les trouver. Si vous ne pouvez pas les trouver, vous pouvez aussi écrire à Nouvelle Donne. On pourra vous relayer les informations, bien sûr. Dans la conversation, Marc et Alain, qui sont de Lyon, demandent si il est possible d'avoir, enfin, est-ce qu'il y a un courrier type d'interpellation des élus qui est à disposition? Est-ce Oui, que oui, on a tout, on a tout.
Donc ça aussi, je veux bien que vous nous Ça le coûte pas cher. transmettiez. Voilà, donc je vois qu'il y a plein de personnes qui sont prêtes à le faire, à faire la Oui, proposition de citoyen d'honneur. Donc c'est c'est important ce que tu dis, Aline, parce que ça rejoint la question qui était posée du courage médiatique, euh, dont on a parlé avec des organes de presse qui ont, lorsqu'il y a, lorsque les premières révélations étaient importantes et dont il fallait se saisir, ont profité de ces révélations. Je parle du Monde, par exemple, chez nous. Ensuite, des médias se sont un peu recroquevillés quand les allégations de viol étaient portées. Il y a des médias qui étaient plus trop nets et qui faisaient plus leur boulot, puisqu'en fait, il suffisait d'aller se renseigner. C'était pas trop compliqué plutôt que de constituer un tabloïd. Et je parle de ce courage médiatique aussi pour les élus. C'est-à-dire que moi, ça me paraît quand même compliqué euh, aujourd'hui d'avoir sollicité l'ensemble des groupes politiques qui composent le conseil municipal de Bordeaux. Voilà, donc je dis tous les groupes, hein, et de n'avoir à ce jour, ça fait plusieurs mois, aucune réponse. Mais ni même un non. Voilà, je n'ai pas de réponse. Oui, j'ai Donc, également soit, sollicité la mairie il y a 15 jours et je n'ai pas de réponse. Oui. voilà. Et le Donc, département, je n'ai pas de réponse non plus. Je donc vais les relancer. si les unes, les uns, les autres, de là où vous êtes, vous pensez qu'il y a, parce que vous avez du réseau, ou que vous-même vous êtes élu, la possibilité d'interpeller, de faire connaître. Euh, donc, on vous a donné le lien de la page de Bordeaux. Bon, je ne sais pas si elle est plus claire ou pas, ou plus fouillée peut-être, mais que celle du national ou le Twitter de Fréa Saint-Jouet France. Bon, s'il y a besoin de matière pour éclairer, pour sensibiliser, ça, on peut vous le fournir. Mais ça me paraît quand même, avec la reconnaissance qui est celle internationale du droit, internationale du métier de journaliste, difficile de ne pas avoir des politiques au niveau local, hormis, on n'a qu'une ville chez nous, c'est la ville de Stein qui l'a fait, et depuis, plus rien. Donc là aussi, il y a la matière, c'est-à-dire qu'on peut consulter ou on peut vous le faire suivre. La délibération du conseil municipal de Stein. Vous pouvez aller sur le site de la ville, vous tapez Stein, Assange, vous verrez qu'il y a une bannière qui était accrochée sur le parvis de la mairie. Voilà. Mais ça ne bouge pas. C'est-à-dire que où est ce courage politique, où sont ces convictions politiques? C'est simplement, soit on est démocrate et républicain, soit c'est incompréhensible. C'est vraiment une cause majeure. Donc voilà, tout ça pour dire que ça relève vraiment des actions qui sont importantes. Oui, juste pour un complément, c'est que Frias Sanjo et France est ouvert à vous tous. On se réunit tous les mercredis par visioconférence. Donc, si vous êtes à différents endroits de la France, vous êtes les bienvenus. Et que tout cela, on peut continuer à le discuter dans nos réunions. Et notamment, bon, la stratégie pour accéder aux élus, etc. On a quelques conseils reçus de la part de quelques élus qui, par exemple, nous disent qu'il faut aller voir les élus dans leur permanence. Il ne faut pas envoyer de mail. Il ne faut pas envoyer, même si c'est un mail personnel, envoyé à une personne en particulier. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, vraiment une action de proximité, on va dire, en présentiel. Ça, c'est un côté. Et puis après, là où on a besoin aussi d'aide, c'est de faire connaître aux députés la lettre adressée à Garland qu'on leur a demandé de signer. Donc, si vous pouvez mettre un peu de pression sur vos députés pour qu'ils la signent et qu'on passe de, je sais pas, presque 80 à Laurent 79, c'est ça? 78, tous les députés LFI ont 60. signé, un député PS, un député PC et Dupont-Aignan. Voilà. Donc ça, ce serait un bel enjeu, sachant que si on augmente la quantité de députés, là, on pourra, et surtout la diversité des partis qui ont signé la lettre, aucun écologiste, c'est ça?
Non, non, et c'est ce qui paraît, c'est ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, il y a des écologistes, il y a des lyotes qui se sont beaucoup mobilisés pour demander l'asile et qu'on n'a pas retrouvé sur l'appel, sur notre appel. Pourtant, le message est passé, hein, parce qu'on a utilisé tous les réseaux. Mais si vous avez du réseau, de l'espoir, pour reprendre le terme qui a été utilisé tout à l'heure, de contacter directement, avec plaisir. Oui, l'idée étant de convaincre au moins deux ou trois autres parties pour que ce soit un petit peu plus diversifié et là, organiser une conférence de presse et qu'il y ait une remise de la lettre qui soit vraiment médiatisée. Hein. C'est-à-dire que ça va faire des ordres d'avoir ces informations dans nos chaînes de télé. Ou... En fait, c'est ça, l'enjeu, c'est de réussir à avoir un événement qui attire l'attention des médias, n'est-ce pas? Et ça pourrait faire l'affaire. Qui oblige les médias à s'intéresser à la cause, en fait. Mm. C'est-à-dire que si on est trois quatre, bon, mais si on est très nombreux, il n'y aura pas d'autre choix, parce que ça va être des petits médias. C'était un peu le jeu de Wikileaks, en fait, qui dit, moi, vous voulez ou pas les publier, dans tous les cas, ça sera sur la plateforme Wikileaks. Et donc, les grands médias, de se dire, bon, ben, si je ne le fais pas, je vais passer pour qui? Et donc là, c'est pareil, c'est au plus on va faire de bruit, et s'il n'y a que le club de la presse ou s'il n'y a que la clé des ondes qui vient nous voir, mais qu'on est très nombreux, bon, que d'autres journaux un petit peu plus importants sur le Bordelais ne s'en saisissent pas, bon, qui ont été interpellés, hein, mais pour le moment, aucune réponse. Il y a Marc qui demandait si on a accès au texte de Stein. En fait, moi, je vous conseille de revenir vers nous parce que on a quand même un petit peu avancé depuis. On a bon, le réseau Free Assange Wave, l'avantage, c'est qu'on circule entre les groupes locaux de chacun des pays. Et les Italiens, ils ont fait un gros saut dernièrement en ayant deux villes et plusieurs villes qui sont en cours donc de désigner Julian citoyen d'honneur. Donc, on a les textes aussi de Naples et de Reggio Emilia. Donc, ce sont des textes qui ont incorporé de nouveaux éléments. Donc, du coup, avec tout ça, on est en train de penser à faire un nouveau texte éventuellement, ou en tout cas pour ceux qui vont s'en occuper, d'avoir différents choix d'arguments. D'accord? Donc, venez nous voir et on travaillera Oui. ça Et ensemble. également, donc Jean-Louis demande une liste. Ah oui, pardon. Donc c'est André qui nous dit, est-ce qu'on pourrait avoir un argumentaire pour bien expliquer que Julian Assange est un journaliste et pas un lanceur d'alerte? Est-ce que vous avez un petit texte qui est prêt là-dessus? Parce que c'est vrai que la confusion est souvent là. Ben non, argumentaire, il faut aller voir la définition de journaliste et de lanceur d'alerte. Disons, lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui est dans une organisation et qui est lui-même celui qui est en contact avec les faits qui vont ensuite être transmis à un journaliste qui va les publier. Oui, ça, c'est pas le cas Euh, de Julian. ben non, c'est Et puis le problème, c'est que oui. enfin, tous les prix qu'il a reçus, il y en a à peu près une cinquantaine entre Assange et Wikileaks. Il y a aucun des prix qui mentionne le terme de lanceur d'alerte. D'accord. Non, le problème, je pense que c'est très important ça de le comprendre. En France, on est en train d'essayer aussi de protéger le lanceur d'alerte et c'est très important qu'on le fasse. Donc, quand on fait une action pour la demande d'asile, la dernière proposition de résolution qui a été proposée il y a quelques mois dans notre Assemblée nationale parlait des deux sujets à la fois. Donc, du coup, ça génère Oui, ça des embrouille, effectivement. confusions. Ouais. C'est normal, mais bon, il faut que nous, c'est comme dit Julian, hein, learn, challenge, act now. Donc, learn, ça veut dire apprenez, informez-vous. Et nous, on ne fait que ça, on essaie de s'informer. Et bon, mais entre autres, il faut s'informer sur des choses très basiques. Hein. Lui, c'est un journaliste et un éditeur. Dans le parcours, en fait, c'est l'information vient du lanceur d'alerte. Ok. Ça, c'est à la base. Le réceptacle, c'est Wikileaks.
cette plateforme journalistique avec la sécurisation, avec le traitement, etc. et la proposition de diffusion auprès de grands médias. Et donc ça, c'est le travail journalistique que fait Assange, notamment pour les sujets les plus globaux, les plus internationaux, avec un niveau d'intérêt général supérieur, qui travaille, qui discute cette question de la publication et du traitement de cette information qui arrive des lanceurs d'alerte avec les plus grands journaux du monde. Je vous comme ça remercie aussi. beaucoup pour le temps que vous avez pris tous les deux Merci. pour cette visio qui nous a apporté plein d'éléments et aussi des moyens d'action, des leviers d'action. Alors Jean-Louis, je vois que tu mets des petits cœurs. Est-ce que tu lèves la main? Tu veux avoir le dernier mot? Et on va s'arrêter là. Oh, quelle expression, je vais avoir le dernier mot. Oui, j'aimerais bien avoir une liste d'arguments. Moi, pour écrire, je pense à la ville de Marseille, parce que moi, je suis dans la région de Marseille. Je suis un citoyen d'honneur, par exemple, à Marseille. Il faut des arguments pour la mairie. Et pas des Nous avons tout ça. Non, mais attendez, je n'ai pas fini. C'est pas vraiment des arguments, c'est pas des arguments juridiques. En fait, parce que les élus des grandes villes, le droit, ils s'en fichent complètement. Ils sont sensibles à la flatterie, ils sont sensibles à leur réélection. Ah oui, 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 Aline, si, c'est à mon œil. Oui, mais pas que quand même, n'exagérons pas. Non, non, mais pas que, mais ce qui leur... Et pas tous. Ouais, ah non, mais pas tous. Mais je parle de Marseille, là. Enfin bon. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que Oui. Michel Lassanides et... Oui, oui. J'ai oublié son Je- prénom. Laurent. Laurent. Oui. Jean-Louis, je propose que alors, on a rédigé en fait un appel qu'on a réactualisé et qui donne beaucoup de billes. Et dans le détail, on a je ne sais pas combien de références en ressources qui sont en annexe. Donc, je vous propose que cet appel à la délibération pour offrir la citoyenneté d'honneur aux élus locaux, on le mette, moi je vais le mettre sur la page Mastodon de Bordeaux, mais on le mette aussi sur le Free Saint-Jouef national. France, et éventuellement même que je te l'adresse en document Oui, mais PDF. tu peux me l'envoyer à moi et puis moi je le mets dans le forum Eh bien, dans super. l'espace adhérent de Nouvelle Donne. On a un espace de stockage et puis on informera les adhérents qui peuvent trouver ici toutes les Ok, informations. Jean-Louis, Oui. je le fais passer par Aline tout de suite après notre. Oui, 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 oui. C'est notre pour visio. ça ira comme ça. Ok, Merci super. beaucoup. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Michel et Laurent pour Merci à vous. cette rencontre et puis Merci on à va faire vous de ce qu'il faut pour l'invitation. se motiver et motiver autour de nous parce que donc cette vidéo a été enregistrée. Vous pouvez aussi la diffuser autour de vous enfin quand elle sera prête, elle va être prête dans 2 ou 3 jours pour informer aussi sur le sujet. Et puis on va créer une petite banque de données où on va mettre les informations que les adhérents pourront diffuser autour d'eux pour les événements des 20 et 21 février. Voilà. Oui, oui, on peut J'espère faire qu'on des aura réunions aussi. On de peut bonnes refaire nouvelles à une la réunion clé. de travail, hein, si vous voulez. Vous pouvez venir pour qu'on travaille ensemble. On a bien Tous noté le français, mercredi soir, effectivement. 19 heures. Je vais vous Merci. passer là le lien, comme ça vous l'avez. Ou sinon, Laurent va le passer après, vous Oui, inquiétez pas. peut-être plus dans un mail, comme ça je peux stocker tout au même endroit. Ouais. Ok, super. Bon, mais merci Merci beaucoup, beaucoup. hein.